Chapitre 1. Le fantôme de Kandahar. La chaleur de 49 degrés Celsius à Kandahar frappa comme un mur. Même à 03h Rosière, Hubert Cornell se déplaça dans les ombres du complexe avec un silence exercé, son HK-416 serré contre sa poitrine. Derrière lui, 3 autres opérateurs de l'équipe Bravo de la Delta Force émergèrent de l'obscurité comme des spectres. Ghost et « Tu es libre jusqu'à la porte ?» La voix de Marcus Smith crépita dans son oreillette. Marcus assurait la surveillance à 183 mètres de distance avec un baret de calibre. Si, ils travaillaient ensemble depuis 6 ans, plus longtemps que Hubert n'avait été marié. Hubert avait gagné son indicatif Ghost à la dure, 57 éliminations confirmées sur 4 continents. Le genre de chiffre qui vous faisait remarquer dans les cercles des opérations spéciales et vous rendait invisible partout ailleurs. C'était exactement ce dont il avait besoin. Il plaqua son corps contre un mur de briques en terre. À l'intérieur, 3 cibles de haute valeur dormaient. Des commandants talibans qui avaient orchestré des attaques tuant 17 soldats de la coalition au cours du mois précédent. À l'aube, il ne serait plus que des souvenirs. La brèche fut exemplaire, grenade assourdissante. Entrée, 3 doubles tirs supprimés, 7 minutes de l'insertion à l'exfiltration. Propre. Beau travail. Ghost, dit Marcus alors qu'il rentrait à la base. C'est 57. Juste une nuit de plus au bureau, répondit Hubert d'une voix plate. La vérité était que chacun le hantait différemment, pas par culpabilité. Ces hommes avaient mérité leur sort, mais par le poids de ce qu'il était devenu. Un fantôme, un nettoyeur de saleté, l'homme qui faisait ce que les autres ne pouvaient pas. De retour à la base, Hubert enleva son équipement tactique et devint quelqu'un d'autre entièrement. Il se doucha, enfila des vêtements civils et se dirigea vers la petite zone de loisirs. Les autres soldats le connaissaient comme Cornell, le concierge, le contractant civil qui nettoyait supposément les bureaux à la base aérienne de Bagram et descendait à Kandahar pour un salaire supplémentaire. C'était la couverture parfaite. Les opérateurs de la Delta Force travaillaient souvent sous couverture civile pour la sécurité des déploiements. Si les renseignements talibans apprenaient les mouvements de la Delta Force, les familles des opérateurs aux États-Unis devenaient des cibles. Ainsi, Hubert Cornell, le concierge, appelait chez lui chaque semaine pour parler à sa fille de 8 ans, Laurel, de ses devoirs et de ses dessins animés. Il sortit son téléphone satellite et vérifia l'heure. Ça cesserait en Virginie. Laurel serait rentrée de l'école. Le téléphone sonna 4 fois avant que sa mère, Frances Cornell, ne réponde. « Hubert, chérie, j'espérais ton appel. »« Salut, maman. Comment va ma petite ?» Il y eut une pause, trop longue. « Elle va bien, mon chéri. Elle joue dans le jardin. Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Les instincts d'Hubert, affinés par des années à lire les micro-expressions et les intonations vocales, s'éveillèrent. « Ce n'est rien. Miranda a juste été... » Frances s'interrompit. Elle sort beaucoup, dit qu'elle a besoin de temps pour elle. J'ai gardé Laurel la plupart des soirs. La mâchoire d'Hubert se serra. Sa femme, Miranda, avait été distante ces 3 derniers mois. Les textos étaient courts, les appels peu fréquents. Il avait attribué cela au stress du déploiement, mais cela semblait différent. « Laisse-moi parler à Laurel. » La voix de sa fille était un rayon de soleil. « Papa, j'ai eu un A à mon projet de science. Mamie m'a aidé à construire un volcan. » Pendant 15 minutes, Hubert oublia les commandants talibans et les raids de minuit. Il était juste un père, fier du volcan en papier mâché de sa fille. « Je t'aime. Princesse, sois sage avec mamie. Quand rentres-tu à la maison ? » « Papa, bientôt. » Bébé, très bientôt. Mais c'était un mensonge. Il avait encore 3 mois dans cette rotation, 3 mois de plus à être un fantôme. Ce que Hubert ne savait pas, c'était que Miranda ne sortait pas seule. Elle sortait avec Blake Ball, un petit dealer de drogue de Richmond qui conduisait une Dodge Charger bruyante et portait des chaînes en or comme une armure contre sa propre insuffisance. Et Blake Ball venait de commettre la pire erreur de sa vie. Il s'était convaincu qu'Hubert Cornell était exactement ce qu'il paraissait être. Un concierge insignifiant, trop faible pour protéger sa famille. Chapitre 2. L'appel. 2 semaines plus tard, Hubert était dans le centre d'opération tactique, examinant des renseignements sur une nouvelle cible, quand son téléphone satellite sonna. Numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre. La sécurité opérationnelle signifiait limiter les contacts inattendus, mais quelque chose le fit sortir. Est-ce Hubert Cornell ? La voix était masculine, arrogante et avec un rire bouillonnant sous les mots. « Qui est-ce ? Quelqu'un qui tient compagnie à ta femme pendant que tu joues au concierge dans le bac à sable ?» Le rire éclata. « Je m'appelle Blake.
Moi et Miranda, on est devenus très proches. Elle me raconte tout sur toi. Le sang d'Hubert se glaça, mais sa voix resta stable. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Oh, j'ai plein de choses à dire. Mon petit concierge, mais d'abord, j'ai quelque chose que tu dois entendre. Le son qui sortit du téléphone, un halètement étouffé, un bruit sourd, puis le silence. Cela arrêta le cœur d'Hubert. C'était ta mère, Hubert Francis. C'est ça? Elle est venue à la maison, toute arrogante, disant à Miranda de rompre avec moi. Elle a essayé de me menacer dans ma propre maison. Tu peux croire ça? La vision d'Hubert se rétrécit. Sa mère, la femme qu'il avait élevée seule après la mort de son père dans un accident d'usine, la femme qui n'avait jamais manqué une pièce d'école, qui avait travaillé 2 emplois pour l'envoyer à l'université, qui s'était porté volontaire pour garder Laurel à chaque déploiement. Qu'est-ce que tu as fait? Les mots sortirent comme du gravier. La salope s'est étouffée avec son dîner. J'ai peut-être aidé un peu. Je lui ai enfoncé le visage dans l'assiette un peu plus fort que nécessaire. Mais voici la meilleure partie. Ta petite fille regardait depuis le couloir. Elle a tout vu. Puis une autre voix, petite et terrifiée. Papa, papa, aide-moi. Il me fait mal. Le téléphone se tut. Hubert resta figé dans la nuit afghane, le téléphone toujours pressé contre son oreille. Autour de lui, la base bourdonnait d'activité. Mais il n'entendit rien. Son esprit était passé au-delà de la rage, au-delà du chagrin, un espace froid, calculateur, où l'émotion était transformée en précision. Son téléphone vibra à nouveau, un message texte de Miranda. « Ne te donne pas la peine de rentrer. On n'a pas besoin d'un concierge. Blake gagne plus en 1 semaine que toi en 1 an. Les papiers de divorce t'attendent ? Et oublie de voir Laurel. Elle a besoin d'un vrai père maintenant. » Un autre texte, celui-ci une photo, Blake dans la maison d'Hubert, assis dans le fauteuil d'Hubert, portant la montre d'Hubert, une Rolex vintage que son père lui avait laissée. Miranda était sur ses genoux, souriant plus largement qu'à son propre mariage. Hubert rangea le téléphone et marcha d'un pas mesuré pour trouver son commandant, le colonel Douglas Turner. « Colonel », dit Turner, lisant quelque chose dans l'expression d'Hubert, qui le fit se redresser immédiatement. « Que s'est-il passé? Ma mère a été assassinée. Mon colonel, ma fille est en danger immédiat. J'ai besoin d'un congé d'urgence. » Turner n'hésita pas. 40 minutes plus tard, Hubert était dans un AC-130 en direction de la base aérienne de Ramstein en Allemagne. De là, un transport militaire jusqu'à Dover, puis un trajet de 3 heures jusqu'à Richmond. Pendant les vols, Hubert ne dormit pas. Au lieu de cela, il reconstruisit sa vie avec Miranda. Cherchant les signes qu'il avait manqués, ils s'étaient rencontrés 6 ans plus tôt lors d'une collecte de fonds pour un hôpital. Elle était représentante en vente pharmaceutique, belle, charmante, ambitieuse. La cour fut rapide. Mariage après 8 mois, Laurel arriva 1 an plus tard, mais Miranda avait toujours voulu plus. Plus d'argent, plus de statut, plus d'attention. Quand Hubert rejoignit la Delta Force 3 ans après leur mariage, il ne pouvait pas lui dire la vérité. La sécurité opérationnelle signifiait que sa couverture de contractant civil était absolue. Pour Miranda, il était juste un concierge gagnant 41 000 € par an, absent pendant des mois. Elle était devenue rancunière, froide. Il avait essayé d'expliquer qu'il travaillait sur des contrats gouvernementaux, mais elle ne voulait pas l'entendre. Elle voulait un mari qui conduise une voiture de luxe et porte des costumes de marque, pas des bottes de combat et du Kevlar. Maintenant, cela avait du sens. Elle avait trouvé quelqu'un qui ressemblait au succès. Même si ce succès provenait de la vente de poison dans les coins de rue, l'avion atterrit à Dover à 06h00, à Dizzyhead. Hubert était dans une voiture de location en direction du sud sur l'I-95, portant toujours des vêtements civils, ressemblant à un contractant fatigué rentrant d'un déploiement, mais à l'intérieur, Ghost était éveillé et Ghost allait se mettre au travail. Chapitre 3. Reconnaissance. La maison d'enfance d'Hubert dans le quartier de Churchill à Richmond avait l'air la même de l'extérieur, une modeste coloniale à 2 étages avec un revêtement blanc et des volets noirs, mais le ruban de police jaune sur la porte d'entrée racontait une autre histoire. Il se gara un pâté de maison plus loin et s'assit, observant. Une vie entière d'entraînement à la surveillance signifiait qu'il remarquait tout. Le rideau du voisin bougeant au 2e étage, la berline banalisée 3 maisons plus loin avec 2 occupants, les mégots de cigarettes frais sur le trottoir en face. Son téléphone sonna. Marcus Smith. « Frère, j'ai entendu... Je suis vraiment désolé. » La voix de Marcus était épaisse de chagrin sincère. Il avait rencontré Frances 2 fois.
les 2 fois en la charmant avec des histoires soigneusement éditées pour enlever les parties dangereuses de leur travail. J'ai besoin d'informations? Marquez. Tout sur Blake Ball, Richmond, Virginie. Et j'en ai besoin hier, déjà commencé, j'aurai un dossier ce soir. Quoi d'autre? J'ai besoin de savoir où est ma fille. Sur le coup, reste tranquille. Mais rester tranquille n'était pas dans la nature d'Hubert. Il sortit de la voiture et s'approcha de la maison voisine, où il avait vu le rideau bouger. Avant qu'il ne puisse frapper, la porte s'ouvrit. Helen Rivers avait 73 ans, une enseignante à la retraite qui avait vécu à côté de The Francis pendant 20 ans. Ses yeux étaient rougis mais vifs. « Hubert Cornell », dit-elle. « Je t'attendais ?» Dans son salon, Hélène versa du café d'une main tremblante. « Ta mère a été assassinée? Ne les laisse pas te dire que c'était un accident. Raconte-moi tout. » Hélène s'assit, se composant. « Il y a 3 jours, vers 19h, j'ai entendu des cris de sa maison. La voiture de Frances était dans l'allée. Ce qui était inhabituel, elle y restait beaucoup, gardant Laurel pendant que Miranda était dehors. J'ai regardé par ma fenêtre et j'ai vu un homme que je ne reconnaissais pas. Grand type, tatouage sur le cou, habillé tout en noir. Il est entré Blake Ball, dit Hubert platement. Si c'est son nom, environ 30 minutes plus tard, j'ai entendu ta mère crier, puis rien. À 22h, une ambulance est arrivée. Ils ont sorti Frances sur une civière, complètement couverte. La police est venue, a posé quelques questions à Miranda et est partie. C'était tout. Ils ont conclu à une mort accidentelle par étouffement le lendemain. Où était ma fille pendant cela? Le visage d'Hélène se froissa. Cette petite fille, je l'ai vue ce soir-là. Hubert. Miranda l'a amenée ici vers 20h, a dit que Frances devait aller à l'hôpital. Et si je pouvais garder Laurel? Cette pauvre enfant tremblait, ne voulait pas parler. Elle est restée dans ma chambre d'amis, pleurant pour sa grand-mère. Miranda l'a récupérée le lendemain matin et je n'ai pas vu Laurel depuis. Les mains d'Hubert se serrèrent autour de sa tasse de café. Que dit la police? J'ai essayé de leur dire ce que j'ai vu. Cet homme entrant dans la maison, le timing, ils ont dit que j'étais une vieille femme confuse. Le détective Jerome Blake était particulièrement dédaigneux, a dit que toutes les preuves pointaient vers une mort accidentelle et que je devrais arrêter de répandre des rumeurs. Hélène se pencha en avant, mais voici la chose. Hubert, ce détective Jerome Blake, même nom de famille que l'homme que j'ai vu, j'ai posé des questions autour. Ce sont des cousins? Voilà, corruption. Un flic corrompu protégeant un tueur. Où est ma fille maintenant? Chez toi? Je pense, j'ai vu la voiture de Miranda aller et venir. Parfois la voiture de cet homme, aussi, une chose bruyante. On dirait le tonnerre. J'ai noté sa plaque d'immatriculation. Elle tendit à Hubert un morceau de papier. J'ai aussi pris des photos de ma fenêtre la nuit où ta mère est morte. Avec les horodatage, Hubert prit le papier et une petite enveloppe de photos imprimées. Helen Rivers venait de lui donner des preuves que la police avait ignorées ou enterrées. « Merci, Madame Rivers. Vous avez peut-être sauvé la vie de ma fille. Ta mère était une sainte. Hubert, elle parlait de toi tout le temps, était si fière de toi. Elle disait que tu faisais un travail important à l'étranger. Bien qu'elle ne sache pas quoi, elle serait fière de toi maintenant aussi, si elle savait seulement, pensa Hubert. Il quitta la maison d'Hélène et roula jusqu'à la sienne. À 5 kilomètres dans les banlieues, c'était un quartier agréable, grande cour, bonnes écoles. Le genre d'endroit où les gens lavaient leurs voitures le samedi après-midi. Sa maison était un ranch à niveau décalé avec un garage pour 2 voitures, la Dodge Charger de Blake, noir mat avec des vitres teintées et un échappement après-vente d'as. Était garé dans l'allée d'Hubert. Hubert passa sans ralentir, faisant le tour du pâté. La rage menaçait de submerger son entraînement, mais il la força à descendre. L'émotion était l'ennemi, la précision était l'arme. Il se gara sur le parking d'un supermarché à 2 pâtés de maison et appela Marcus. « J'ai tes infos ?» dit Marcus. Blake Ball, 32 ans, 2 condamnations pour félonie, agression et distribution, les 2 réduites à des misdemeanors grâce à son cousin. Le détective Jerome Blake dirige des drogues à travers un salon de tatouage appelé Ink Dynasty à Choco Bottom. Associés connus, Freddie Wiley et Zach Gibson. Tous 2 avec des casiers similaires. Blake est sur le radar de la DEA depuis 2 ans. Mais rien n'a collé parce que Jérôme lui fournit des informations. Qu'en est-il de son opération? Dealer de niveau moyen. Pas un baron, bouge de la cocaïne et du fentanyl. Surtout à des clients des banlieues, gagne environ 275 000 € par an en liquide. Conduit la chargeur, porte des vêtements chers, dépense de l'argent en choses tape à l'œil. Thug Insecure classique.
jouant au baron, antécédent militaire. Aucun, il est dur dans le sens où il bat des civils et intimide des témoins. Mais contre des opérateurs entraînés, Marcus fit une pause, c'est un civil. Et Miranda, elle a demandé la garde exclusive de Laurel il y a 3 jours, citant ton abandon et ton incapacité à subvenir, a obtenu une ordonnance temporaire parce que tu étais à l'étranger et injoignable, audience prévue pour la semaine prochaine. La mâchoire d'Hubert se serra. Elle utilise ma couverture contre moi, on dirait bien, elle prétend que tu es un concierge instable qui a abandonné sa famille pour un travail contractuel mal payé. Blake fournit même des affidavits de soutien financier, se positionnant comme la figure paternelle stable, et Frances, la voix de Marcus baissa, conclut comme mort accidentelle par asphyxie. Le médecin légiste prend sa retraite le mois prochain, n'a pas regardé de trop près. Le détective Jérôme Blake l'a signé personnellement, affaire classée. Hubert remercia Marcus et mit fin à l'appel. Il resta assis dans la voiture de location tandis que le soir se transformait en crépuscule. Son esprit travaillant sur des scénarios, Blake Ball avait assassiné sa mère, menacé sa fille, volé sa femme, et était sur le point de prendre la garde complète en utilisant des connexions policières corrompues et la propre identité de couverture d'Hubert contre lui. Blake pensait avoir affaire à un concierge faible qui nettoyait des sols pour le salaire minimum. Il n'avait aucune idée qu'il venait de déclarer la guerre à l'un des opérateurs les plus létaux de l'armée des États-Unis. Hubert démarra la voiture, il avait du travail à faire. Chapitre 4. La maison brisée. Le cabinet d'avocats de Carole Pollard et associés occupait un bâtiment en briques près du Capitole de l'État de Virginie. Hubert arriva à Zéro-Utiziard le lendemain matin, portant un pantalon kaki et une chemise boutonnée, l'uniforme d'un contractant civil essayant d'avoir l'air respectable. Carole Pollard avait 56 ans. Des cheveux argentés et une réputation pour gagner des affaires de garde. Hubert l'avait trouvée via un programme d'assistance juridique militaire, M. Cornell, dit Pollard, examinant la pétition de garde d'urgence. C'est agressif. Votre femme prétend l'abandon, incapacité à subvenir et instabilité émotionnelle. Elle a des affidavits de voisins disant que vous avez été absent pendant des mois sans contact. J'étais déployé à l'étranger sur un contrat gouvernemental. J'appelais chez moi chaque semaine. Pouvez-vous le prouver au registre téléphonique? Oui, bien. Et les revenus? Elle prétend que vous gagnez 41 000 € comme concierge à la base aérienne de Bagram. C'était le moment que Hubert avait redouté. Son salaire de la Delta Force était classifié, routé à travers une série de comptes gouvernementaux conçus pour protéger les identités des opérateurs. Il pouvait révéler sa vraie position. Mais cela exposerait la sécurité opérationnelle et mettrait potentiellement en danger d'autres opérateurs. Je peux fournir une documentation financière montrant un revenu substantiel via des comptes gouvernementaux, mais beaucoup est classifié. Pollard haussa un sourcil. Classifié M. Cornell. Que faites-vous exactement? Je suis un contractant de défense spécialisé dans des opérations de sécurité spécialisées. Les détails sont protégés par la loi fédérale. C'était techniquement vrai? Les opérateurs de la Delta Force opéraient souvent sous couvert de contractants civils pour une protection légale. Pouvez-vous obtenir des papiers de clearance de sécurité pour prouver cela? Je peux obtenir une documentation de mon commandant? Elle ne spécifiera pas mon travail, mais elle confirmera le statut d'emploi et le revenu. Pollard hocha lentement la tête. Ça pourrait marcher, mais il y a un autre problème, la mort de votre mère. Votre femme prétend que vous êtes émotionnellement compromis et potentiellement dangereux. Elle a une déclaration de vous menaçant Blake Ball par téléphone. Je n'ai jamais... Hubert s'arrêta. Blake avait enregistré leur appel, l'avait édité. Il a assassiné ma mère, l'a suffoquée. La police l'a appelé accident parce que le détective enquêtant est son cousin. C'est une accusation sérieuse. Avez-vous des preuves? J'ai un témoin, des incohérences de timing. Et j'en rassemble plus. Pollard se pencha en arrière. M. Cornell, je vais être honnête. Pour l'instant, vous avez l'air d'un contractant en difficulté qui a abandonné sa famille et fait des accusations folles après une tragédie familiale. Je peux combattre cela, mais j'ai besoin de munitions. Donnez-moi cette documentation de votre commandant. Donnez-moi des preuves concrètes sur la mort de votre mère. Et surtout, ne faites rien de stupide. Pas de contact avec Blake Ball. Pas de confrontation avec votre femme. Vie propre. Stabilité documentée. Pouvez-vous faire cela? Oui. Monsieur, mais c'était un mensonge. Après la réunion, Hubert roula jusqu'à Ink Dynasty, le salon de tatouage à Choco Bottom où Blake dirigeait son opération. Le quartier était en gentrification, vieux entrepôts convertis en loft. Restaurant branché à côté de bars miteux,
Le salon occupait un bâtiment d'angle avec des fenêtres noircies et une enseigne néon. Hubert se gara en face et observa. Pendant 3 heures, il observa Blake arrivant à midi dans la chargeur, se garant dans l'allée, Freddie Wiley, un homme maigre, avec la tête rasée, arrivant dans une Honda Civic, Zach Gibson, corpulent avec des tatouages au cou, arrivant en moto, plusieurs clients entrant, restant 10 à 15 minutes, trop court pour de vrais tatouages. Patton, les clients textaient, avant d'entrer, partaient avec de petits paquets, opération de façade classique, affaire de tatouages légitimes à l'avant, deals de drogue à l'arrière. Hubert prit des photos avec un objectif téléphoto, documentant les plaques, les visages, les horodatage. C'était de la reconnaissance. La première étape de toute opération, vers 15 heures, son téléphone vibra, numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre, puis se souvint « Laurel ». « Allô ? Papa ?» La voix de sa fille était petite, effrayée. « Laurel, bébé, où es-tu ?»« Je suis à la maison. Maman n'est pas là. Blake est là. Il dit que je dois t'appeler. Il veut parler. » Puis la voix de Blake. « Concierge, merci d'être revenu en ville. Ça rend les choses plus faciles. » La voix d'Hubert devint froide. « Si tu la touches... »« Tu quoi ? Appeler les flics ? Mon cousin est détective ? Souviens-toi, demander la garde. Ta femme a déjà sa couvert ? Admette-le. Cornell, tu es un loser qui a choisi un chèque de paie plutôt que sa famille ? Maintenant, quelqu'un d'autre prend la relève pour être le vrai papa de Laurel. Laisse-moi parler à ma fille. Tu vois, c'est là que tu te trompes. Elle n'est plus ta fille. Elle est élevée par un vrai homme maintenant. Mais, comme je me sens généreux, tu peux lui dire au revoir. Papa, s'il te plaît, viens me chercher. J'ai peur. Je veux mamie. Où est-ce mamie ? La ligne se coupa. Hubert resta assis dans la voiture, respirant à travers la rage. Blake escaladait, essayant de le provoquer à faire quelque chose de stupide qui renforcerait le dossier de garde de Miranda. C'était un coup intelligent si Blake avait affaire à un vrai concierge. Mais Blake avait commis une erreur tactique critique. Il avait donné à Hubert une motivation et une cible. Ce soir-là, Hubert s'enregistra dans un motel budget près de l'autoroute. Il étala tout ce qu'il avait rassemblé sur le lit, photos, notes, preuves d'Ellen Rivers, et un ordinateur portable où il commença à compiler un paquet sur la cible. Son téléphone sonna. Le colonel Turner ? Cornell. Comment tiens-tu le coup ? J'ai connu mieux. Mon colonel, je t'appelle parce que ton congé d'urgence est sur le point de se terminer. Je peux prolonger de 2 semaines supplémentaires, mais après ça, j'ai besoin de toi de retour ou tu devras démissionner de l'unité. Démissionner de la Delta Force signifiait perdre son habilitation, sa couverture et toute protection qui l'accompagnait, mais rester signifiait laisser Laurel en danger. 2 semaines, dit Hubert. Je les prends ? Compris ? Et Cornell ? Marcus m'a dit ce qui se passe, officieusement. Si tu as besoin de ressources, contacte-moi, nous protégeons les nôtres. Après que Turner eut raccroché, Hubert reçut un email crypté de Marcus. La ligne d'objet disait « Dossier complet ». À l'intérieur, tous les dossiers financiers de Blake obtenus par des moyens moins que légaux, ses patterns quotidiens, antécédents des associés, emplacement des planques, chaîne d'approvisionnement et, le plus important, preuve de violence antérieure, Blake avait battu un homme presque à mort 2 ans plus tôt. La victime, Oscar Walker, avait été payé et avait refusé de témoigner, mais les dossiers hospitaliers existaient et Marcus les avait trouvés. Il y avait aussi des informations sur le détective Jérôme Blake, 38 ans, 15 ans dans la police, actuellement sous enquête interne pour falsification de preuves dans une affaire non liée, pas aussi protégée qu'il le pensait. Hubert étudia le dossier jusqu'à 0:00, mémorisant tout, puis il dormit 4 heures, une nuit complète pour un opérateur Delta, et se réveilla avec un plan se formant. Blake Ball avait tué sa mère, menacé sa fille et volé sa femme. Il était protégé par un flic corrompu et se pensait intouchable. Il allait apprendre autrement, mais d'abord, Hubert devait séparer Laurel du danger, tout le reste était secondaire. Chapitre 5. Le jeu du faible. L'audience de garde eut lieu au tribunal pour mineurs, une salle stérile avec des lumières fluorescentes et des panneaux bon marché. Miranda était assise à la table du plaignant avec son avocat, un homme élégamment vêtu nommé Edward Frost, qui se spécialisait dans les divorces à haut conflit. Blake était assis derrière elle dans la galerie, portant un costume qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel d'Hubert. Ou ce que Miranda pensait être son salaire. Hubert était assis de l'autre côté de l'allée avec Carol Pollard.
portant les mêmes kakis et chemises boutonnées. Il avait l'air fatigué, vaincu délibérément. Le concierge faible que Miranda attendait, la juge Vera Connor, une femme stricte dans la soixantaine, examina les pétitions. Ceci est une audience préliminaire concernant la garde d'urgence de Laurel Cornell. Âgée de 8 ans, Madame Cornell, vous demandez la garde complète basée sur des allégations d'abandon et d'incapacité à subvenir. M. Cornell. Vous contestez. Écoutons les déclarations d'ouverture. Frost se leva, sa voix suave. Votre honneur. Hubert Cornell est un homme qui a choisi d'abandonner sa famille pendant des mois, travaillant à des emplois au salaire minimum dans des zones de guerre, pendant que sa femme luttait pour élever leur fille seule. Sa mère, que Dieu ait son âme, est morte pendant qu'il était à l'étranger. Et même alors, il ne s'est pas donné la peine de rentrer pour l'enterrement. Il gagne 41 000 € par an comme concierge. Tandis que ma cliente a sécurisé un environnement familial stable avec l'aide de Blake Ball, qui a généreusement fourni un soutien financier et émotionnel. C'était une distorsion magistrale. Hubert était en congé d'urgence quand Frances avait été enterrée, mais Miranda avait délibérément tenu les funérailles 2 jours après sa mort. Avant qu'il ne puisse rentrer d'Afghanistan, le soutien généreux de Blake provenait d'argent de la drogue. Pollard se leva, sa voix calme. Votre honneur. M. Cornell était déployé à l'étranger sur un contrat gouvernemental classifié quand sa mère était morte tragiquement. Il a pris le premier transport disponible pour rentrer, un voyage qui prend 48 à 72 heures depuis l'Afghanistan. Il a été le principal pourvoyeur financier de cette famille et son revenu dépasse substantiellement les chiffres cités. Nous avons une documentation de son commandant confirmant à la fois son statut d'emploi et son dossier exemplaire. Quant au soutien généreux de Blake Ball, nous pensons que le tribunal devrait examiner la source de cette générosité. La juge Connor regarda Hubert. M. Cornell. Où travaillez-vous? Base aérienne de Bagram en Afghanistan. Votre honneur. Je suis un contractant de défense avec habilitation de sécurité. Les spécificités sont classifiées. Pouvez-vous fournir une documentation? Pollard tendit un dossier. À l'intérieur, une lettre du colonel Turner. Rédigée avec soin, Hubert Cornell est employé comme contractant civil avec le département de la Défense depuis 2018, maintenant une habilitation TSSCI et servant avec distinction. Sa compensation annuelle est d'environ 160 000 € en raison des exigences de sécurité opérationnelle. D'autres détails ne peuvent être divulgués. Frost objecta immédiatement. Votre honneur, c'est commode. Travail classifié qui ne peut être vérifié. Ma cliente a vécu avec M. Cornell pendant des années et le connaissait comme concierge. Cette soudaine revendication de revenus à 6 chiffres et de travail classifié semble être une fabrication conçue pour renforcer sa demande de garde. « J'ai des bulletins de paie ?» dit Hubert calmement. « Routés via des comptes gouvernementaux, ma femme ne les a jamais vus parce que je les gardais dans un coffre-fort par exigence de sécurité opérationnelle. » C'était vrai ? Les opérateurs Delta maintenaient une séparation financière pour protéger les familles d'être ciblées. Miranda gérait le compte commun, que Hubert alimentait avec des transferts réguliers, mais n'avait jamais vu ces documents de revenus classifiés. La juge Connor examina les bulletins de paie. Ceci semble légitime. « Madame Cornell, étiez-vous au courant de ce revenu ?» Le visage de Miranda rougit. « Non, votre honneur. Il m'a dit qu'il était concierge. Il vivait comme un concierge. S'il gagnait autant, pourquoi luttions-nous ? Nous ne luttions pas, dit Hubert, sa voix toujours calme mais ferme. Je transférais de l'argent sur notre compte joint chaque mois. Tu avais accès à une voiture, une maison, des cartes de crédit. L'argent était là. Frost intervint. Votre honneur. Cela met en lumière la tromperie dans le caractère de M. Cornell. S'il mentait à sa femme sur son emploi, sur quoi d'autre mentait-il ? Cette sécrétie a créé un environnement familial hostile. La sécrétie contre Pollard était légalement requise pour protéger sa famille. Les opérateurs avec habilitation de sécurité ne peuvent divulguer leur travail sans mettre en danger eux-mêmes et leur famille. L'audience continua pendant 1 heure. L'avocat de Miranda dépeignit Hubert comme un père absent. L'avocat d'Hubert présenta des preuves de contact réguliers, registres téléphoniques montrant des appels hebdomadaires, emails, même des lettres que Laurel avait reçues. Puis Frost joua sa carte maîtresse. Votre honneur. Nous avons des preuves que M. Cornell a fait des menaces contre Blake Ball, le fiancé de ma cliente. M. Ball a reçu un appel téléphonique de M. Cornell contenant des menaces explicites de violence. Nous croyons que M. Cornell est émotionnellement instable et potentiellement dangereux. Ils jouèrent l'enregistrement, la voix de Blake. « Eh, concierge, merci d'être revenu en ville.
La voix d'Hubert. Si tu la touches, Blake. Tu quoi? Il était édité pour enlever les taquineries de Blake sur la mort de Frances et la peur de Laurel. Le faisant sonner comme l'agresseur, la juge Connor eut l'air troublé. M. Cornell. Avez-vous menacé M. Ball? Non. Votre honneur. Cet enregistrement est édité. Blake Ball m'a appelé pendant que j'étais à l'étranger pour me dire qu'il avait tué ma mère et menacé ma fille. Je répondais pour protéger Laurel. C'est une accusation sérieuse? Dit la juge. Avez-vous des preuves? La police a conclu à une mort accidentelle de ma mère, mais j'ai un témoin qui a vu Blake Ball entrer dans la maison peu avant sa mort et entendu des sons compatibles avec de la violence. Le détective qui a enquêté, Jerome Blake, est le cousin de Blake Ball et a un historique documenté de le protéger. Frostery, réellement rit. Votre honneur. C'est une théorie du complot paranoïaque. La mort de Frances Cornell a été conclue accidentelle par le médecin légiste M. Cornell fait des accusations folles parce qu'il ne peut accepter ses propres échecs comme mari et père. La juge leva la main. Cette audience préliminaire concerne la garde, pas une enquête criminelle. M. Cornell. J'apprécie votre service et je vois des preuves de contact constant avec votre fille. Cependant, je vois aussi des preuves que vous avez été absent pour des périodes prolongées et que votre femme a établi un foyer stable en votre absence. Compte tenu du traumatisme familial récent et des allégations de menaces, je vais maintenir la garde temporaire avec Madame Cornell, mais accorder à M. Cornell des droits de visite supervisés. 2 fois par semaine, supervisés par un gardien nommé par le tribunal, nous nous réunirons à nouveau dans 30 jours pour une audience complète. Hubert sentit la perte comme un coup de poing, visite supervisée, 2 fois par semaine. Laurel était toujours dans la maison de Blake. Alors qu'il sortait, Blake passa devant Hubert et murmura « Je te l'avais dit, concierge, tu ne peux pas gagner ?» Hubert ne dit rien. Il regarda Blake passer son bras autour de Miranda, les regarda marcher vers la Charger garée illégalement sur une place handicapée. Cette nuit-là, Hubert rencontra Marcus Smith dans un dîner près de l'I-64. Marcus était techniquement en congé, mais il avait conduit depuis Fort Bragg quand Hubert avait appelé « visite supervisée », dit Marcus, secouant la tête. « C'est des conneries, ça me donne accès, dit Hubert. 2 fois par semaine, je peux voir Laurel, m'assurer qu'elle va bien, et ça me donne du temps. » Du temps pourquoi? Hubert sortit un carnet. Blake est vulnérable dans 3 domaines. Son opération repose sur une petite équipe et une chaîne d'approvisionnement spécifique. 2. Sa protection vient d'un flic corrompu qui est déjà sous enquête. 3. Il pense que je suis un civil faible. Marcus sourit. Tu passes en mode opérationnel? Je protège ma fille. Si cela requiert d'éliminer des menaces? Hubert haussa les épaules. De quoi as-tu besoin? Information d'abord. J'ai besoin de connaître les fournisseurs de Blake, ses routes, ses planques. J'ai besoin de savoir ce qu'il planifie avec Miranda et Laurel. Et j'ai besoin de tout sur la corruption du détective Jerome Blake. Ça va prendre une collecte d'intelligence créative. C'est pourquoi je t'ai appelé. Au cours de la semaine suivante, ils travaillèrent en tandem. Marcus utilisa ses connexions militaires pour accéder à des bases de données criminelles, des dossiers financiers et des images de surveillance. Hubert mena une surveillance physique, cartographiant l'opération de Blake avec précision. Ce qu'ils découvrirent était troublant. Blake prévoyait de quitter Richmond. Il avait acheté des billets d'avion pour Mexico City pour 3 personnes. Lui, Miranda et Laurel. Départ dans 2 semaines. Il avait aussi transféré 365 000 € sur un compte offshore. Il ne construisait pas un avenir avec Miranda. Il planifiait une fuite. Il fuit, dit Marcus, regardant les preuves. Quelque chose l'a effrayé. Peut-être qu'il sait que la DEA tourne autour. Peut-être qu'il sait que tuer Frances Cornell était trop salissant. Ou il prévoit de disparaître avec ma fille, dit Hubert froidement. Tu penses que Miranda sait? Je pense que Miranda sait qu'il part mais ne sait pas qu'elle ne vient pas avec lui. Ils découvrirent aussi quelque chose sur la mort de Frances que la police avait manqué. Les photos d'Helen Rivers montraient Blake entrant dans la maison d'Hubert à 19h15. L'appel au 911 de Frances, qui avait été enterré dans le dossier, était horodaté à 19h43. Pendant 28 minutes, Frances avait été seule dans la maison avec Blake, puis quelqu'un avait appelé le 911 depuis son téléphone disant qu'elle s'était étouffée. Mais voici ce que la police n'avait pas remarqué. La voix de l'appelant n'était pas celle de Frances, c'était Blake déguisant sa voix en vieille femme, prétendant qu'elle s'était étouffée et avait besoin d'aide. Il a appelé le 911 lui-même, réalisa Marcus, a fait semblant que Frances appelait avant de perdre conscience, mais en réalité, il l'a tuée et a mis en scène pour que ça ressemble à ça.
Ce qui signifie que l'enregistrement du 911 a la vraie voix de Blake dessus, dit Hubert, caché sous une impression de vieille femme. Ouais, mais une analyse vocale pourrait le prouver. Ils avaient maintenant des preuves que Frances avait été assassinée et que Blake l'avait couvert. Ils avaient aussi des preuves que le détective Jerome Blake avait délibérément enterré l'enquête. Mais les preuves ne comptaient que si quelqu'un agissait dessus. Avec Jerome Blake protégeant son cousin et le médecin légiste ayant déjà signé pour mort accidentelle, la police locale était inutile. « Nous devons aller fédéral », dit Marcus. « FBI, peut-être DEA, quelqu'un en dehors de la corruption du département de police de Richmond. Pas encore », dit Hubert. « Si nous montrons notre jeu, Blake fuit tôt, nous devons contrôler le timing. Quel est le plan ?» Hubert regarda son ami. « Blake pense qu'il a gagné. Il pense qu'il a ma femme, ma fille, et qu'il est sur le point de disparaître avec tout. Nous le laissons penser ça. Pendant ce temps, je démantèle son opération pièce par pièce. Quand il réalisera enfin ce qui se passe, il sera trop tard. C'est une grosse opération pour un seul gars. Je ne suis pas un seul gars. Je suis un fantôme, et les fantômes ont une façon de faire disparaître les gens. » Chapitre 6. La première coupe. La visite supervisée eut lieu dans un centre familial au centre-ville de Richmond. Un endroit joyeux avec des jouets et des jeux où les parents ayant perdu les droits de garde pouvaient voir leurs enfants sous des yeux vigilants. Laurel arriva avec une superviseuse nommée par le tribunal, une femme gentille nommée Cecilia McFarland. Miranda était délibérément restée éloignée, par ordre du tribunal, mais Hubert savait qu'elle était probablement assise sur le parking avec Blake. Quand Laurel le vit, elle courut. « Papa !» Hubert la rattrapa, la tenant serrée. Elle était plus mince qu'il ne se souvenait, avec des cernes sous les yeux. « Hé, princesse, je t'ai tant manqué !» Ils passèrent l'heure à jouer à des jeux de société et à parler. Laurel était calme, renfermée. La superviseuse leur donna de l'espace mais observa attentivement. « Papa, quand puis-je venir vivre avec toi ?» murmura Laurel pendant qu'ils jouaient au Monopoly. Bientôt, « Bébé, je promets, je n'aime pas Blake. Il est ce méchant. Il crie sur maman et il a dit des mauvaises choses sur mamie. » Les mains d'Hubert se serrèrent sur les dés. Quel genre de mauvaises choses? Il a dit qu'elle était stupide, qu'elle n'aurait pas dû venir à la maison, que c'était sa faute qu'elle... La voix de Laurel se brisa. « Mamie est vraiment partie. »« Oui, ma chérie. Mais ce n'était pas sa faute. Rien de tout cela n'est ta faute. » Après l'heure terminée, Hubert regarda Laurel partir avec la superviseuse, marchant vers la voiture de Miranda. Blake était au volant. Il vit Hubert observer et sourit, faisant un geste moqueur. Cette nuit-là, Hubert mit son plan en motion. L'opération de Blake tournait sur un horaire simple. Les livraisons arrivaient chaque jeudi d'un fournisseur à D.C., distribuées via le salon de tatouage le vendredi et samedi, avec le lundi étant le jour de collecte. Freddie Wiley gérait les ventes de rue, Zach Gibson gérait l'application et la sécurité. Hubert décida de commencer avec Freddie. Utilisant la surveillance et les renseignements de Marcus, Hubert apprit que Freddie vivait dans un complexe d'appartements délabrés dans le sud de Richmond. Chaque mercredi soir, Freddie collectait l'argent de divers dealers et le stockait dans son appartement avant de le livrer à Blake le jeudi matin. Mercredi à 23h, Hubert attendait sur le parking de l'appartement, vêtu de noir, visage couvert. Il avait fait ce genre d'opération des centaines de fois en Irak, Afghanistan, Syrie. Les cibles domestiques n'étaient pas différentes, juste plus molles. Freddie arriva à 23h30 dans sa Honda Civic, portant un sac à dos contenant évidemment de l'argent. Il parlait au téléphone, distrait, ne regardant pas autour. Amateur, Hubert se déplaça comme de la fumée. Arrivant derrière Freddie pendant qu'il fouillait ses clés, un étranglement arrière n'eut appliqué avec précision. Freddie tomba en 7 secondes, inconscient mais vivant. Hubert attacha ses mains et chevilles avec des liens zip, scotcha sa bouche et le traîna dans son propre appartement. Quand Freddie se réveilla, il était assis sur sa chaise de cuisine, attaché. Hubert était assis en face dans le noir, visage toujours couvert. « Pas si tu me comprends ?» dit Hubert, sa voix plate et froide. La voix qu'il utilisait sur les cibles. Freddie hocha frénétiquement la tête, yeux écarquillés. « Tu travailles pour Blake Ball? Tu collectes l'argent? Ce soir, tu peux me dire tout sur son opération? Fournisseur. Clients. Plein caisse. All it is. Si tu mens, je le saurai. Si tu refuses, tu le regretteras. Hoche la tête si tu comprends. » Un autre hochement frénétique. Hubert enleva le scotch. « Parle !» Et Freddie parla. La peur était un motivateur puissant. Il déballa tout. Le fournisseur était un distributeur nommé Leon Roberts AD.
Si les livraisons passaient par une unité de stockage à Petersburg, Blake gardait une planque à Colonial Heights où il stockait le produit et l'argent. Le détective Jerome Blake était payé 4 600 € par mois pour avertir Blake des enquêtes et supprimer les charges. Combien d'argent dans ce sac à dos? 43 000, c'est les collectes de cette semaine. Où Blake garde-t-il son argent de fuite? Les 365 000 € pour le Mexique. Freddy cligna des yeux de surprise. Comment as-tu... Hubert se pencha en avant, répond à la question. La planque. Cachée dans le sol. Il prévoit de partir dans 2 semaines. Est-ce que Miranda va avec lui? Blake dit qu'elle oui. Mais... Freddy hésita. Mais quoi? Mais il a dit à Zach que les salopes sont remplaçables. Qu'une fois au Mexique, il en trouvera une plus jeune. Il prend Miranda seulement parce qu'elle a signé les papiers de garde qui font que ça a l'air légal. Hubert absorba cela. Blake prévoyait d'emmener Laurel de l'autre côté de la frontière, probablement pour l'utiliser comme levier. Ou pire, une fois au Mexique, au-delà de l'application de la loi américaine, tout pouvait arriver. Dernière question, Blake a tué une femme nommée Frances Cornell. Qu'est-ce que tu sais là-dessus? Freddy pâlit. Je sais rien là-dessus. Mec, je jure, c'est les affaires de Blake. Il nous dit pas quand il gère des trucs personnels, mais tu sais qu'il l'a tué. J'ai entendu lui parler à son cousin là-dessus, sur le fait de s'assurer que le coroner signe. C'est tout ce que je sais. Hubert hocha la tête. Il avait obtenu tout d'utile. Maintenant venait la décision. Que faire de Freddy? En Afghanistan? Ce serait simple. Éliminer la menace. Passer à autre chose. Mais c'était le sol américain. Et Freddy était un petit poisson. Plus utile vivant? Voici ce qui se passe ensuite, dit Hubert. Tu vas appeler Blake demain et lui dire que tu as été volé. Quelqu'un a forcé ton appartement et pris l'argent de cette semaine. Tu es terrifié et tu démissionnes. Tu quittes Richmond immédiatement. Il me tuera, murmura Freddy. Pas si tu es parti avant qu'il réalise ce qui s'est passé. Je te donne une chance de t'en aller. Freddy, ne la gaspille pas. Hubert prit le sac à dos d'argent, 39 000 € qui financeraient son opération, et laissa Freddy attaché dans son appartement. Il se libérerait éventuellement. Le lendemain, Freddy appela Blake en panique, exactement comme instruit. Blake le menaça, ragea contre lui. Mais à ce moment-là, Freddy était dans un bus pour la Caroline du Nord. L'organisation de Blake venait de perdre son distributeur de rue et les revenus d'une semaine. Plus important, Blake savait maintenant que quelqu'un venait pour lui. Il ne savait juste pas que c'était le concierge. Chapitre 7. Démantèlement de l'Empire. Blake Ball paniquait. Et les hommes qui paniquent font des erreurs. Après la disparition de Freddy, Blake appela une réunion d'urgence à Ink Dynasty. Hubert observa depuis l'autre côté de la rue à travers un objectif téléphoto tandis que Blake, Zach Gibson et le détective Jerome Blake se rassemblaient dans la pièce arrière. À travers un microphone directionnel planté lors d'une reconnaissance antérieure, Hubert écouta leur conversation. Blake. Quelqu'un nous vise? D'abord Freddy se fait voler et fuit. Maintenant j'entends que la DEA pose des questions sur l'unité de stockage. Jérôme, je t'avais dit d'être prudent. Cette situation Cornell était trop salissante. Tu es sa mère? Dans sa maison, tu as laissé trop de boue pendant. Blake, elle m'a menacé, dit qu'elle irait aux flics sur Miranda. Zach? Et le concierge? Pourrait-il être derrière ça? Blake rit. Ce trouillard, il tient à peine le coup, peut même pas avoir la garde de sa gamine. Non, c'est quelqu'un d'autre. Peut-être Léon qui essaye de nous presser, ou peut-être une équipe rivale, Jerome. Peu importe qui. Tu dois avancer ton timing, sors ce week-end, pas la semaine prochaine. Blake, je peux pas écouler autant de produits en 2 jours. Je vais perdre sur l'inventaire. Jérôme, mieux que prendre une cellule en prison fédérale ou une balle de quiconque te chasse. Hubert sourit dans l'obscurité. Ils facilitèrent les choses. Au cours des 3 jours suivants, Hubert se déplaça comme un fantôme à travers l'opération de Blake, la démantelant systématiquement. Jeudi soir, il força l'unité de stockage à Petersburg où Blake gardait les livraisons. Utilisant l'équipement procuré par Marcus, il photographia tout, kilos de cocaïne, pilules de fentanyl, registre de distribution, balances, agent de coupe, puis il appela un tuyau anonyme au bureau de terrain de la DEA à Richmond, fournissant des informations détaillées sur l'emplacement et le contenu de l'unité. Vendredi matin, les agents fédéraux l'avaient perquisitionné, saisissant plus de 183 000 € de drogue et de preuves. Vendredi après-midi, il intercepta Leon Roberts, le fournisseur de Blake, à une aire de repos sur l'I-95. Leon conduisait une Mercedes avec plaque du Maryland.
en direction de Richmond pour une réunion, Hubert l'approcha sur le parking, lui montra un faux badge DUA, un autre cadeau des connexions de Marcus, et lui dit que tout son réseau de distribution était compromis. Leon, terrifié par une poursuite fédérale, coupa immédiatement les liens avec Blake et rentra à D.C. Samedi matin. Il visita 3 des plus gros clients de Blake, des professionnels des banlieues qui achetèrent de la cocaïne pour des fêtes de week-end. Utilisant les informations de l'interrogatoire de Freddy, Hubert approcha chacun, se présenta comme une partie concernée et les informa que l'opération de Blake était sous enquête fédérale et que quiconque achetant la semaine suivante serait pris en surveillance. Tous 3 coupèrent immédiatement les liens avec Blake. Samedi soir, il envoya un paquet à la division des affaires internes de la police d'État de Virginie. À l'intérieur, documentation de la corruption du détective Jérôme Blake, incluant des relevés bancaires montrant des dépôts mensuels de 4 600 € de son cousin, copie de rapports de police supprimés et un téléphone jetable contenant des conversations enregistrées entre les 2 Blake discutant de falsification de preuves. Le paquet fut envoyé anonymement, mais avec assez de détails vérifiables pour déclencher une enquête. Dimanche matin, l'empire de Blake était en ruine. Son fournisseur l'avait ghosté, son unité de stockage saisie, ses clients disparus, sa protection sur le point d'être révoquée, et il n'avait toujours aucune idée de qui était responsable. Hubert observa la maison de Blake depuis une voiture de location plus bas dans la Russe. La voiture de Miranda était là, ainsi que la chargeur de Blake. Laurel était à l'intérieur. La deuxième visite supervisée d'Hubert n'était pas avant mardi, mais il surveillait la maison quotidiennement. Son téléphone sonna. Marcus. Les faits ont frappé fort l'unité de stockage. La DEA appelle ça l'un des plus gros coups à Richmond cette année. Ils ont trouvé des registres avec nom de clients. Ça va causer une panique dans les banlieues. Aussi, la police d'État confirme qu'ils ouvrent une enquête sur Jérôme Blake. Il a été mis en congé administratif. Bien, dit Hubert. Blake est sur le point de réaliser que sa protection est partie. Quel est l'endgame ici? Frère, tu as détruit son opération, mais il est toujours dans ta maison avec ta fille. L'endgame est que Blake fait un mouvement désespéré, et quand il le fait, je serai en attente, et Miranda, la voix d'Hubert devint froide. Miranda a fait son choix. Elle fera face aux conséquences. Lundi après-midi, Blake comprit enfin l'ampleur du désastre. Son téléphone explosa avec des appels paniqués, clients refusant de répondre, Leon Enjoyable, Jérôme appelant pour dire qu'il ne pouvait plus aider parce que les affaires internes enquêtaient. Quand Blake essaya d'accéder à son unité de stockage, il la trouva scellée par des agents fédéraux. Hubert observa par une fenêtre tandis que Blake rageait à l'intérieur du salon de tatouage, jetant des choses, criant sur Zach Gibson, puis Blake appela Miranda. Hubert ne pouvait entendre la conversation, mais il vit le résultat. Blake sortit en trombe, monta dans la Charger et fonça vers la maison d'Hubert. Hubert suivit à distance. À la maison, Blake se gara n'importe comment et entra. Par la fenêtre, Hubert vit une dispute. Blake criant. Miranda pleurant, Laurel se cachant derrière le canapé, Blake attrapa un sac de sport et commença à y jeter des choses. Il fuyait, puis Blake attrapa Laurel. C'était la ligne. Hubert sortit de la voiture de location et se déplaça avant que la pensée consciente n'intervienne. Des années d'entraînement prirent le relais. Il approcha la porte latérale de la maison, déverrouillée parce que Blake était arrogant, et entra silencieusement. À l'intérieur, il entendit Blake. « On part maintenant. Mexico ce soir. Prends l'argent de la planque. Miranda et la garde. Les papiers. Blake. Fous les papiers. Les feds arrivent. Ton ex les a mis sur moi d'une façon ou d'une autre. On prend la gamine. On y va maintenant. Je ne vais pas... » Laurel hurla. « Je veux mon papa. » Le son d'une gifle. Hubert se déplaça à travers la maison comme de l'eau. Complètement silencieux, les opérateurs Delta s'entraînaient au combat en quartier clos jusqu'à ce que ce soit instinctif. Il dégagea la cuisine, la salle à manger, se déplaça vers le salon. Blake tenait Laurel par le bras, la traînant vers la porte. Miranda était figée, réalisant enfin que l'homme qu'elle avait choisi était un monstre. Zach Gibson était là aussi, tenant un pistolet lâchement à son côté. « Laisse-la partir », dit Hubert depuis la porte, sa voix absolument calme. Tout le monde se figea. Blake se tourna, tenant toujours Laurel. « Le concierge, comment as-tu... » « Laisse partir ma fille. » Et on peut parler de comment ça finit. Blake rit, mais c'était aigu, paniqué. « C'est toi qui as foutu mon opération, d'une façon ou d'une autre. Tu as fait ça? Je sais pas comment un loser comme toi a réussi. Mais je ne suis pas un concierge, » dit Hubert calmement. « Je ne l'ai jamais été. » Les yeux de Blake se plissèrent.
puis s'écarquillèrent quand la compréhension frappa. « Qu'est-ce que tu es ?» Delta Force. 12 ans, 57 éliminations confirmées. « Tu as tué ma mère ?» Menaçait ma fille. Et pensais que tu avais affaire à un civil. La pièce devint silencieuse. La main de Zach se serra sur son pistolet. Le visage de Blake pâlit. « Des conneries !» dit Blake. Mais sa voix trembla. « Tu mince ? J'étais à Kandahar quand tu m'as appelé. Base aérienne de Bagram. Poste de combat Charlie. J'ai pris un C-130 pour Rammstein. Puis un transport militaire pour Dover. J'ai été de retour pendant 2 semaines, détruisant systématiquement tout ce que tu as construit. Ton fournisseur est parti, ton produit saisi, ton flic est sur le point d'être arrêté. Tes clients ne répondront pas à tes appels. Tu es fini, Blake. La prise de Blake sur Laurel se serra. Alors j'ai rien à perdre. Zach, tire sur ce fils de pute. Zach leva son pistolet, un 9 mm bon marché, tenu incorrectement avec le doigt, déjà sur la détente. Amateur, Hubert se déplaça. 12 ans d'entraînement, 57 éliminations, d'innombrables heures d'exercice de combat en quartier clos. La mémoire musculaire prit le relais. Il traversa la distance en 2 pas, trop vite pour que Zach suive. Sa main jaillit, agrippant le poignet de Zach et le tordant vers l'extérieur avec une violence contrôlée. L'angle était parfait, une technique de désarmement classique du Krav Maga. Modifiée par le programme Combatus de Delta, la prise de Zach se relâcha involontairement alors que son poignet tournait au-delà de sa portée de mouvement. Les ligaments protestant, le pistolet tomba bruyamment au sol. Hubert ne posa pas. Sa autre main monta en une frappe de paume au nez de Zach, précise et dévastatrice. Le cartilage craqua. Zach recula en titubant, du sang explosant de son visage, et Hubert suivit avec un genou au plexus solaire qui le plia comme du papier. Zach toucha le sol haletant, complètement neutralisé. Temps écoulé, 3 secondes. Blake trébucha en arrière, traînant Laurel avec lui. « Reste en arrière, je vais lui faire mal. »« Non, tu ne le feras pas, » dit Hubert, sa voix toujours étrangement calme. « Parce que si tu le fais, je m'assurerai que tu meurs lentement. Mais si tu la laisses partir maintenant, je te laisserai fuir. Tu as peut-être 1 heure avant que la DEA ne comprenne où tu es. C'est ta seule chance. » Les yeux de Blake dartèrent entre Hubert et la porte. Calcul et peur se battaient sur son visage. Il était un prédateur qui avait passé sa vie à s'attaquer aux faibles ennemis. Mais maintenant, il faisait face à quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré. Quelqu'un de plus dur, plus froid et infiniment plus dangereux. « Tu bluffes », dit Blake. Mais sa voix se brisa. Hubert fit un pas en avant. « Est-ce que j'ai l'air de bluffer ?» Quelque chose dans les yeux d'Hubert, la certitude absolue, la promesse froide de violence, brisa la résolution de Blake. Il poussa Laurel en avant et courut vers la porte. Hubert attrapa sa fille, la tenant proche. « C'est bon, bébé. Tu es en sécurité maintenant ?» Miranda était contre le mur, mascara coulant sur son visage. « Hubert, je ne savais pas. Pas maintenant ?» dit-il, sa voix glace. À Laurel. « Va chez Madame Rivers à côté. Cours. Ne regarde pas en arrière. Papa, ne me laisse pas encore. » sanglota Laurel. « Je ne pars pas. Je finis ça. Vas-y. » Maintenant, Laurel courut par la porte latérale vers la maison d'Hélène. Zach était toujours au sol. Gémissant, Miranda pleurait, figée par le choc et la culpabilité. Hubert ramassa le pistolet de Zach, vérifia la chambre et sortit par la porte d'entrée. Blake était dans la chargeur, le moteur rugissant à la vie. « Hubert, attends. » Miranda appela. « Ne fais pas quelque chose que tu regretteras. » Mais Hubert Cornell, Ghost, n'avait aucun regret sur ce qui venait ensuite. Certains hommes méritent la miséricorde, certains ont besoin de justice. Et certains, comme Blake Ball, ont besoin de simplement cesser d'exister. Il monta dans sa voiture de location et suivit la chargeur dans la nuit. Chapitre 8. La planque. Blake conduisait comme un fou, grillant des feux rouges et zigzagant dans la circulation. Il se dirigeait vers le sud, vers Colonial Heights, où sa planque l'attendait, l'endroit dont Freddy avait parlé à Hubert, l'endroit où 365 000 € en liquide étaient de cachés sous les planches du sol, son argent de fuite. Hubert suivit à distance, utilisant des techniques apprises de années d'opérations de surveillance. Il n'avait pas besoin de rester proche. Il savait où Blake allait. La planque était un bungalow banal dans un quartier ouvrier, le genre d'endroit qui n'attirait pas l'attention. Blake s'engagea dans l'allée, puis remarqua un SUV noir déjà garé là. D&A, ils avaient été plus rapides que Hubert ne l'avait prévu. Les tuyaux anonymes les avaient emmenés de l'unité de stockage au dossier financier de Blake, et de là à cette adresse. 2 agents étaient à la porte, se préparant à forcer
Blake passa la Charger en marche arrière, mais un autre SUV bloqua l'allée. Il était coincé. Pendant un moment, Hubert observa depuis plus bas dans la rue, tandis que Blake restait figé dans sa voiture, entouré. Puis Blake fit quelque chose de désespéré et stupide. Il accéléra, sautant le trottoir et déchirant la cour d'un voisin, essayant de s'échapper. Les agents DEA crièrent, un parla dans une radio, appelant des renforts, mais Blake était déjà à 3 pâtés de maisons, la chargée puissante le portant vers la zone industrielle près de la rivière Appomattox. Hubert suivit, restant en arrière. Ce n'était plus sur la vengeance, c'était sur la justice et la clôture. La chargée de Blake dérapa dans un district d'entrepôts abandonnés, de vieilles usines fermées depuis des décennies. Il se gara derrière un bâtiment en décomposition et courut à l'intérieur à pied. Hubert se gara et suivit, entrant par une entrée latérale. À l'intérieur, le bâtiment était un labyrinthe de machines rouillées et de passerelles effondrées. La lune filtrait par des fenêtres brisées, projetant de longues ombres. « Source !» Blake appela Hubert, sa voix résonnant. « C'est fini. La DEA arrive. Tu n'as nulle part où aller. Va te faire foutre. » La voix de Blake vint de plus profond dans le bâtiment. « Tu as ruiné tout. J'avais tout. De l'argent. Une femme. Une gamine. Du respect. Tu as tout pris. Tu as pris la vie de ma mère. » dit Hubert, se déplaçant silencieusement dans les ombres, traçant la voix de Blake. « Tu as menacé ma fille. Tu pensais pouvoir faire ça sans conséquence parce que j'étais juste un concierge. Mais les conséquences arrivent. Blake. Elles arrivent depuis le moment où tu as posé les mains sur ma famille. Je vais te tuer, hurla Blake. Je vais. Un coup de feu craqua dans l'entrepôt. Blake avait une arme, probablement le 45 qu'il gardait à la planque. La balle toucha un mur à 1 mètre d'Hubert. Une autre erreur d'amateur. Tiré sans cible claire, révélant sa position, Hubert se déplaça comme de la fumée, flanquant la position de Blake. Il pouvait voir Blake maintenant, accroupi derrière une vieille presse, yeux fous et désespéré. « Tu sais ce qu'il nous enseigne à Delta ?» dit Hubert conversationnellement, sa voix venant d'une direction différente de là où il était vraiment. « Il nous enseigne que la peur est une arme, qu'un ennemi paniqué fait des erreurs. Tu fais des erreurs ? Blake, tu en fais depuis que tu as pensé que tuer ma mère resterait impuni. » Blake tira 2 fois de plus, les 2 tirs larges. « Ma mère était une femme de 65 ans qui travaillait comme gérante de cafétéria scolaire pendant 30 ans, continua Hubert. Se rapprochant, elle m'a élevé seule après la mort de mon père, a fait du bénévolat dans des refuges pour sans-abri, faisait des cookies pour les enfants du quartier, et tu l'as suffoquée parce qu'elle t'a dit de laisser ma femme tranquille. Elle était sur mon chemin, hurla Blake, rechargeant maladroitement. Non, elle protégeait sa famille, et maintenant je protège la mienne. Hubert interromput, à 6 mètres de Blake. Il n'était pas armé, il avait laissé le pistolet de Zach dans la voiture, il n'en avait pas besoin. Blake leva son 45 avec des mains tremblantes. « Ne bouge pas, je tire. Tu essaieras ?» dit Hubert. « Mais tu n'es pas un tueur. » Blake. « Pas vraiment. Tu as blessé des gens, sûr. Les as battus, intimidés. Tu as tué ma mère quand elle était sans défense. Mais tu n'as jamais fait face à quelqu'un entraîné pour tuer, quelqu'un qui est bon à ça. » Blake tira. Le tir partit large de centimètres. Sa main tremblait trop. Hubert ferma la distance avant que Blake ne puisse tirer à nouveau. Il se déplaça avec l'efficacité d'un long entraînement. Une frappe au poignet de Blake qui envoya l'arme voler. Un balayage qui mit Blake sur le dos. Puis le genou d'Hubert sur la poitrine de Blake. Le clouant. « S'il te plaît, Haleta Blake, ne me tue pas. Je vais avouer, je leur dirai tout. Sur ta mère, sur Jérôme. Tout. » Hubert regarda l'homme qui avait détruit sa famille. En Afghanistan, en Irak, en Syrie. Il avait éliminé des cibles sans hésitation, mauvais hommes faisant de mauvaises choses. Éliminé pour protéger les innocents, ce n'était pas différent. Sauf que ça l'était, parce que ce n'était pas la guerre, c'était chez lui, et tuer Blake ici, de sang-froid, ferait d'Hubert le monstre que Blake pensait qu'il était. « Tu vas en prison ?» dit Hubert enfin. « Tu vas avouer le meurtre de ma mère ? Tu vas témoigner sur la corruption de Jérôme ? Et tu vas passer le reste de ta vie misérable dans une cellule. Sachant que tu as détruit tout parce que tu as sous-estimé un concierge, le son des sirènes se fit plus fort. La DEA avait traqué Blake ici. » Hubert se leva, laissant Blake haletant au sol. Il marcha vers le son des véhicules approchant, main levée, prêt à tout expliquer. Mais alors qu'il atteignait la porte, il entendit Blake rire derrière lui, un son maniaque. Brisé. « Tu penses que tu as gagné ?» appela Blake. « Je vais battre ça. Mon avocat va... » « Ton avocat ne peut pas t'aider ?»
dit Hubert sans se retourner. La DEA a tes drogues, tes registres, ton argent. La police d'État a des preuves de la corruption de Jérôme. Et j'ai un enregistrement de toi avouant avoir tué Frances Cornell. Le rire de Blake s'arrêta. Quoi? Hubert sortit son téléphone, appuya sur play. La voix de Blake enregistrée pendant leur conversation dans la maison. Ton ex les a mis sur moi d'une façon ou d'une autre. Les feds arrivent, on prend la gamine. On y va maintenant. Et plutôt de leur premier appel téléphonique. Ta mère, j'ai peut-être aidé un peu. Enfoncer son visage dans cette assiette un peu plus fort que nécessaire. J'ai tout enregistré, dit Hubert, chaque appel, chaque menace, chaque aveu. Tu es fini? Blake. Les agents DEA franchirent la porte de l'entrepôt, armes dégainées, au sol. Vous deux? Hubert obtempéra immédiatement, s'allongeant à plat, mains visibles. Blake essaya de fuir et fut plaqué par 3 agents, alors qu'il menottait Blake. Un agent approcha Hubert. Qui êtes-vous? Hubert Cornell, je suis le fils de la victime. Blake Ball a assassiné ma mère, Frances Cornell. Il y a 2 semaines, j'ai des preuves. L'agent l'étudia. Vous êtes l'opérateur Delta, celui qui a appelé tous ces tuyaux anonymes. Hubert ne dit rien, ce qui était réponse suffisante. Nous aurons besoin de votre déclaration. Ne quittez pas la ville. Je ne vais nulle part, dit Hubert. Je reste avec ma fille. Chapitre 9. Les conséquences. Les 3 mois suivants furent un flou de procédures légales, mais elles allèrent en faveur d'Hubert. Blake Ball fut accusé de meurtre au premier degré pour Frances Cornell, enlèvement pour Laurel Cornell, trafic des drogues et conspiration. L'analyse vocale de l'appel au 911 prouva que Blake avait mis en scène la mort de Frances et appelé pour de l'aide avec une voix déguisée, combinée aux témoignages d'Helen Rivers et aux enregistrements d'Hubert. Le dossier était étanche. L'avocat commis d'office de Blake lui conseilla de prendre un accord de plaidoyer, prison à vie sans libération conditionnelle. En échange de témoigner contre son cousin, le détective Jérôme Blake fut accusé de corruption, falsification de preuves et d'être complice après le fait d'un meurtre. Il fut condamné à 15 ans en prison fédérale. Zach Gibson prit un accord et reçut 5 ans pour agression et distribution de drogue. Leon Roberts, le fournisseur, fut arrêté à D.C. sur des charges séparées. Miranda Cornell fit face à son propre jugement. Bien qu'elle n'ait pas été directement impliquée dans le meurtre de Frances, elle savait que Blake était dangereux, l'avait laissé autour de Laurel et avait activement travaillé à nier la garde à Hubert tout en planifiant de fuir le pays. Elle fut accusée de mise en danger d'enfants et conspiration pour interférence de garde. Son avocat négocia un accord, 3 ans de probation, counseling obligatoire et perte permanente de garde. Hubert obtint la garde complète de Laurel dans une audience non contestée. La juge Conner, après avoir examiné toutes les preuves, s'excusa auprès d'Hubert pour avoir douté de lui. « M. Cornell, dit-elle, votre service à ce pays et votre dévouement à votre fille sont louables. Je suis désolé que le système vous ait échoué, vous et votre mère. La garde vous est accordée, complète et permanente. 6 mois après cette nuit dans l'entrepôt, Hubert et Laurel déménagèrent dans une nouvelle maison dans le nord de la Virginie, plus près de Fort Bragg, mais pas trop. Hubert avait démissionné de la Delta Force. Le colonel Turner l'accepta avec compréhension. « Tu as mérité ton repos ?»« Ghost, dit Turner, 57 éliminations au service de ton pays. Il est temps d'être un père. » Hubert prit un emploi comme consultant contractant de défense, utilisant ses compétences pour entraîner d'autres opérateurs. Le salaire était meilleur, les heures régulières, et le plus important, il était à la maison chaque soir. Laurel guérissait, elle voyait un thérapeute 2 fois par semaine, traitant le traumatisme d'avoir assisté à la mort de sa grand-mère et à la violence de Blake. Elle avait des cauchemars, mais ils étaient moins fréquents. Elle souriait plus, riait plus. Un samedi matin, Hubert faisait des pancakes. La recette de Frances, quand Laurel entra dans la cuisine. « Papa, puis-je te demander quelque chose ?»« N'importe quoi. »« Princesse, étais-tu vraiment un... » Elle baissa la voix. « Un assassin ?» Hubert s'agenouilla à son niveau. « J'étais un soldat. J'ai fait des choses nécessaires pour protéger les gens. De mauvaises choses à de mauvaises personnes. Pour que les bonnes personnes soient en sécurité. Mais c'est fini maintenant. Maintenant, je suis juste ton papa. As-tu tué Blake ? Non. Il est en prison ? Il va y rester pour le reste de sa vie. Bien. » Laurel le serra. « Je suis contente que tu ne sois plus un fantôme. J'aime avoir un vrai papa. » Cet après-midi-là, ils visitèrent la tombe de Frances. Hubert avait arrangé une pierre tombale appropriée. Frances Cornell, tant ils ont mis derrière dans les 24, mère et grand-mère bien-aimées.
Son sacrifice ne sera jamais oublié. Salut, Mémio, Laurel dit, posant des fleurs sur la tombe. Papa et moi avons fait ta recette de pancakes aujourd'hui. Les miens étaient grumeleux, mais papa a dit que c'était ok. Tu me manques? Hubert se tint à côté d'elle, sa main sur son épaule. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour te protéger, maman. Mais j'ai fait en sorte que l'homme qui t'a fait mal paie, et je promets que je prendrai soin de Laurel. Elle grandira en sachant combien tu l'aimais. Le vent bruissait à travers les arbres du cimetière. Quelque part au loin, une cloche d'église sonna. Ce soir-là, Marcus Smith conduisit depuis Fort Bragg pour visiter. Ils s'assirent sur le porche d'Hubert, buvant de la bière pendant que Laurel jouait dans la cour arrière. « Tu as bien fait, frère ?» dit Marcus. Blake est en Supermax fédéral. Jérôme se fait tabasser quotidiennement en population générale. Miranda a tout perdu. « Et tu as récupéré ta fille ?»« Ouais, » dit Hubert. « Mais maman est toujours partie. Frances serait fière de toi. Tu as protégé Laurel. Tu as obtenu justice. Tu l'as fait sans devenir le monstre que Blake était. J'y ai pensé, admet Hubert. Le tuer, ça aurait été facile. Une balle, faire ressembler à un suicide ou un accident. Mais tu ne l'as pas fait. Je ne voulais pas que Laurel grandisse en sachant que son père était un meurtrier. Blake méritait de mourir. Mais la loi s'en occupe. Il pourrira dans sa cellule. C'est assez... Marcus cogna sa bouteille de bière contre celle d'Hubert, à Frances. Et à ton retour à la maison, à être à la maison, acquiesça Hubert. Plus tard cette nuit-là, après que Marcus fut parti et que Laurel dormait, Hubert s'assit dans son bureau, regardant une boîte d'ombre sur le mur. À l'intérieur, son écusson Delta Force, ses médailles de service et une photo de son équipe. Ghost et les autres opérateurs qui avaient servi avec lui, 57 éliminations confirmées, 12 ans de service, d'innombrables missions dans les ombres, mais la mission la plus importante avait été celle-ci, protéger sa fille, honorer sa mère, et prouver que parfois les discrets, les concierges, les hommes que personne ne remarque sont les plus dangereux de tous. Hubert Cornell, Indicative Ghost, était enfin en paix. Épilogue. 3 ans plus tard, Laurel Cornell se tenait devant sa classe de 5e, présentant un projet sur les héros. « Mon héros est mon papa », dit-elle avec confiance. Beaucoup de gens ne croyaient pas en lui. Ils pensaient qu'il était juste un concierge. Mais il était en fait un soldat qui protégeait notre pays. Quand de mauvaises personnes ont fait du mal à notre famille, il n'a pas abandonné. Il était intelligent et brave et fort. Il m'a appris que être un héros n'est pas sur être bruyant ou se montrer, c'est sur faire la bonne chose. Même quand c'est dur, même quand les gens ne croient pas en toi. Elle leva une photo, Hubert en uniforme de parade. Médaille brillant, tenant une Laurel beaucoup plus jeune. Ma mamie disait que les héros ne portent pas de cape. Parfois, ils portent des bottes, parfois des uniformes, et parfois, ils ressemblent juste à des papas normaux. Mais ils sont des héros parce qu'ils protègent les gens qu'ils aiment. Peu importe quoi, la classe applaudit, la professeure essuya ses yeux. Après l'école, Laurel courut vers où Hubert attendait dans la file de ramassage. Comment s'est passée la présentation? Princesse? Parfait, je leur ai dit que tu es un héros. Hubert sourit, un vrai sourire, du genre qui avait été rare avant, mais venait plus facilement maintenant. Je suis juste un papa qui aime sa fille. Tu es les deux, dit Laurel, montant dans la voiture. On peut avoir de la glace? Toujours. Alors qu'il s'éloignait, le soleil se couchant sur le nord de la Virginie, Hubert jeta un œil dans le rétroviseur. Aucune ombre ne le suivait, aucun fantôme ne le hantait. Il était à la maison, il était un père, et il avait enfin trouvé la paix. Le fantôme avait été mis au repos. Clique sur la vidéo que tu vois sur l'écran, et je te verrai là-bas, tiens. Everyone give Axel a kiss. He deserves it. Everyone say... Here, wait. No, not a kiss. I don't want to overwhelm him. There. Everyone copy and paste. Everyone say that in the chat. Everyone say, I love you, Axel. And then give a high five. I love you, Axel. Axel is my freaking goat. Axel is my freaking goat. We love Axel here. Who does this person say I look like?
I don't see it anymore. Oh, well. They said that I remind them of someone, but I don't know who it is. I missed it. Rats. Thank you for the sub. I have to switch between them or I feel silly. Thank you so much. Alright, Lil Boo. Okay. What? It's supposed to be lip stain. It's supposed to stain my lips, but it doesn't. I need the, like, lip stain. Apparently, maybe I'll put it on my throne, you guys, for my birthday list. But, apparently, whatever lip stain Billie Eilish used in some tutorial somewhere. I have no further information. Thank you for the sub, Haley. I love you, queen. But apparently it's really good. And I want it. The guy who's delivering my pie is deaf? Wow. Well, that's cool. But you just got a haircut and you feel like he's gonna tweak. Uh-oh. $1K every week for the rest of my life? I feel like that wouldn't be... That'd be $4,000 a month. Probably $1 million right now. 1K every week for the rest of my life would not be that much, actually. I feel like. Because usually I'd be like, oh, I'd rather space it out. You know what I mean? How many years would it take? I guess it would only take like 20 years for it to be $1 million. But also with inflation, like if I take in the $1 million now and invest it, in 20 years, $1,000 isn't gonna be worth as much as it would be now. Damn it. Am I gonna be on stream tomorrow? I hope so. Yeah, you'd have to, like, raise the amount. Because if you said, like, 10,000 a week, I'd say that. Like, I'd do 10,000 a week instead of $1 million right now, I think. Would I? Now I have to think about it. No, I would. I just hope inflation isn't that bad.